Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette conférence ce matin. Donc, le sujet, c'est les relances budgétaires jusqu'où. C'est un sujet qui va nous permettre d'aborder le rôle de la politique budgétaire après la crise sanitaire de la Covid. Évidemment, celle-ci a joué un très grand rôle pour éviter l'effondrement de l'économie, partiellement. En France, c'est évidemment ce qu'on a appelé ce que Emmanuel Macron a appelé le quoi qu'il en coûte. Entre 2019 et 2021, la dette publique devrait avoir augmenté d'environ 17 points de PIB. Donc c'est énorme, hein, c'est une augmentation bien plus importante que ce qui avait eu lieu, a eu lieu pendant la crise financière de 2008. Ça représente à peu près 450 milliards d'euros sur une dette qui atteint environ 2700 milliards. Est-ce qu'il faut aller plus loin et profiter de l'environnement de taux très bas pour s'endetter davantage? Pourquoi faire si on le fait? Est-ce qu'il existe une bonne et une mauvaise dette, comme le dit par exemple Mario Draghi, qui est l'ancien président de la Banque Centrale Européenne et maintenant président du Conseil italien? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, je vais laisser assez vite la parole à mes invités. On va d'abord donner la parole à Natacha Valla, qui va apparaître en vidéo. Bonjour Natacha, je ne sais pas si vous nous entendez, si vous nous voyez. Merci beaucoup d'être là en vidéo avec nous. Donc, Natacha est une spécialiste de la politique monétaire. Elle a travaillé longtemps dans les institutions européennes. Elle a travaillé à la BCE pendant très longtemps. Elle a été chef économiste de Goldman Sachs. Donc, elle connaît très très bien les sujets de politique monétaire. Et en plus, elle a participé à la commission Arthuis sur l'avenir des finances publiques très récemment. Donc, Natacha, je vais tout de suite vous passer la parole pour vous demander donc les relances budgétaires jusqu'où? La relance budgétaire jusqu'où? Merci beaucoup pour cette introduction et merci de m'avoir invité malgré la distance. J'espère que la connexion est suffisamment bonne pour que vous puissiez m'entendre correctement. Donc la question centrale aujourd'hui pour notre débat, c'est la relance budgétaire, c'est l'intervention de l'État, c'est la place de la dépense publique dans des circonstances qui sont des circonstances de crise, donc des circonstances exceptionnelles, mais je pense que cette perspective-là, elle doit être aussi replacée dans la place de l'intervention publique budgétaire de façon générale, c'est-à-dire au cours du cycle et c'est-à-dire dans un temps long. Alors, la première partie de mes remarques, et j'essaierai d'être assez concise, mais va donner quelques éléments sur le contexte de crise et les bonnes raisons qui ont justifié une intervention absolument massive de la puissance publique au niveau budgétaire. La deuxième partie, ce sera sur l'interaction entre la politique budgétaire et la politique monétaire dans ces circonstances extrêmes-là, et je donnerai des éléments liés à la politique monétaire. Et ensuite, ce sera un petit peu plus, raisonnable ou conservateur, puisque j'envisagerai une dimension, une temporalité plus longue, et la question de la soutenabilité de la dépense publique, de la dette et de l'intervention publique dans le long terme, dans l'intérêt des générations actuelles, mais aussi et surtout celui des générations futures. Alors, pour commencer, l'intervention publique pendant la crise, elle a été, comme je le disais, massive pour des raisons très très simples et de façon très justifiée. C'est qu'on a eu un choc sans précédent. Ça, je pense que ça a été commenté dans des sessions, notamment hier au GECO. Je reviendrai pas sur les ordres de grandeur, sur la rapidité avec laquelle on a pu, en Europe en particulier, mais dans la plupart des pays avancés, accumuler des stocks de dette pour financer cette intervention publique dans le but de faire face à ce choc. C'est-à-dire à la fois dans une logique presque plus que contracyclique, en tout cas pour contrer la conjoncture et pour contrer la crise. Donc on a fait face, je sais qu'il y a débat parmi les économistes et mes collègues ici présents, on a déjà débattu ensemble de la question, je pense qu'on est assez d'accord. On a eu à la fois un choc d'offres et un choc de demande qui ont fait que finalement toutes les interventions publiques étaient nécessaires. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a vraiment consensus sur l'ampleur de la dépense publique, la nature des dépenses qui ont été
conduites, c'est-à-dire un soutien aux revenus disponibles, des politiques qui ont été développées pour maintenir un niveau d'emploi maximum en fonction des circonstances, pour éviter d'avoir des ruptures qui ensuite impliqueraient des effets de cliquet très, très délétères pour le bien-être social et pour la croissance future. Et puis, il y a la deuxième phase, donc ça c'était la phase de crise, et la phase vraiment de relance dont on parle aujourd'hui, c'est celle d'après. Et la difficulté, c'est de savoir quand commence l'après. Et je pense qu'on est exactement dans cette phase-là, parce qu'on a à la fois, et je pense ici à l'année budgétaire 2022, puisque on est dans la saison, comme le savent nos auditeurs, où les budgets nationaux sont en train d'être composés, en train d'être discutés, finalisés. Et la vraie question, c'est aujourd'hui, on est revenu dans de nombreux pays à des performances de croissance, j'allais dire artificielles, peut-être pas artificielles, mais en tout cas assez impressionnantes quand on regarde les chiffres de façon myope. Est-ce qu'on doit se laisser pour autant impressionner par ça et dire il faut retirer l'intervention publique? Moi, je pense que non. Mais est-ce qu'il faut, malgré cette reprise, la force de cette reprise et les développements macroéconomiques qui vont avec, est-ce qu'il faut faire comme si de rien n'était et continuer à intervenir de la même manière qu'on a choisi de le faire depuis le début de la pandémie? Et c'est là que la question, je ferai le lien, je reviendrai là-dessus dans ma troisième partie sur les considérations de long terme, notamment la soutenabilité de la dette et la bonne gestion des finances publiques dans le long terme, mais il faut se poser la question de pourquoi on dépense. Si on cherche à pérenniser, à continuer en tout cas un an de plus à dépenser de façon assez massive de l'argent public pour soutenir l'activité, comment faut-il le faire et ne faut-il pas réfléchir à la façon dont on veut le faire? Et ça fait appel à des questions qui sont des questions de qualité de la dépense publique, de choix politique dans la façon dont on alloue ces dépenses publiques. Et ces questions-là, à mon avis, elles n'ont pas été tranchées de façon univoque dans les pays européens. Je ne suis pas sûre, par exemple, qu'il faille pour l'année 2022 continuer à avoir des politiques de soutien sans limite aux revenus disponibles, sans avoir de réflexion sur l'impact de ces dépenses publiques, sur la croissance potentielle à long terme. J'y reviendrai, et j'aurai un point d'interrogation, et je sais que Ludovic et Xavier ont chacun des visions assez marquées là-dessus, donc ils reviendront aussi sur ces questions, j'en suis sûre. Deuxième point, et vous me dites si je tends à être trop longue, hein, mais j'essaye de me maintenir aux 10 minutes imparties. Deuxième point, c'est que les circonstances de la dépense publique aujourd'hui et de la relance aujourd'hui, elles ne se font pas hors sol, c'est-à-dire qu'elles ne sont possibles que parce qu'on a un environnement, un policy mix macroéconomique, un environnement qui est favorable à ces dépenses publiques et qui est permis par une politique monétaire qui elle-même est très très permissive. Alors, si on fait la chronologie, la chronologie rapide de l'articulation entre politique budgétaire et politique monétaire, on a d'abord eu, et je remonte pas très loin, je remonte vraiment au début de la pandémie, on avait une politique monétaire qui avait déjà mis des taux d'intérêt très très bas, voire négatifs, donc qui était déjà largement engagée sur une politique qu'on appelle non conventionnelle, avec on appelait ça le quantitative easing, mais c'est des achats de titres de dette publique par la Banque centrale pour générer de la liquidité, pour aller financer l'économie, pour faire en sorte que le financement de l'économie et le financement de l'État se fassent dans des circonstances favorables, en d'autres termes, que les taux d'intérêt à long terme soient très bas. Tout ça c'était déjà le terrain sur lequel la dépense budgétaire a pu déployer son effet. Et c'était les meilleures circonstances possibles pour avoir un impact maximum de la dépense publique, précisément parce que les taux d'intérêt étaient très bas, l'action de la politique monétaire marginalement n'était pas très efficace ni sur le chômage, ni sur la croissance, ni sur l'inflation, et que donc la meilleure expression du soutien de la politique publique, c'était le soutien budgétaire. Aujourd'hui, et je pense que c'est le vrai débat aujourd'hui, c'est-à-dire dans les mois actuellement, dans les mois et trimestres qui viennent, on a cette question de relance et de reprise économique qui se pose pas forcément de la même manière pour la Banque centrale et pour le gouvernement qui fait son budget. Pour la Banque centrale aujourd'hui,
Alors la Banque centrale européenne est assez, comment dire, elle est assez patiente, on va dire, dans ses positions, mais on voit que la croissance a repris. Je fais un raisonnement très littéral et assez bête finalement, mais assez littéral par rapport au mandat des banques centrales. L'inflation est quand même élevée. Alors, est-ce qu'elle est temporaire? Est-ce qu'elle est semi-temporaire? Est-ce qu'elle va persister? On n'en sait rien. Mais on conçoit que ces banques centrales-là soient assez mal à l'aise en restant dans le statu quo, c'est-à-dire en restant avec des taux d'intérêt très bas et avec des programmes d'achat de titres de dette publique. Donc, on sent un peu un frémissement de ce côté-là. Certaines grandes banques centrales ont commencé à relever leur taux d'intérêt. Et on sent que les choses risquent de s'ajuster, pas forcément très vite, mais que les choses risquent de s'ajuster de leur côté. Et alors là, que se passe-t-il? Il y a un peu un effet de compromis à avoir. C'est que d'un côté, si on retire le soutien monétaire, on pourrait dire il faut garder le soutien budgétaire parce que l'économie est encore fragile. C'est un argument. Le deuxième argument, ça consisterait à dire on va avoir le soutien monétaire va être retiré. Donc, les conditions de financement de l'économie et de l'État vont se resserrer, c'est-à-dire que les taux d'intérêt à long terme, à court terme et à long terme, vont monter. En principe, la courbe des taux, on dit ça comme ça, va se repentifier. On va tendre les conditions de financement. Et donc, il faudra que l'État fasse attention parce qu'il est déjà pas mal endetté et que si la dette lui coûte plus cher, il faut faire en sorte que les dépenses, en tout cas s'il doit y avoir des déficits, ils soient faits à bon escient pour générer de la croissance plus forte à long terme. Et je vais conclure là-dessus puisque je vois qu'on arrive déjà à écart. Sur le long terme, je pense qu'on est on est encore assez serein sur la soutenabilité des dettes publiques aujourd'hui. On sait qu'il y a des solutions qui peuvent permettre de réduire comment dire, pas la taille, mais la charge de cette dette-là. On sait qu'une grande partie de cette dette-là est portée par le bilan des banques centrales et que si les banques centrales sont intelligentes, elles vont le garder longtemps sur leur bilan. Quand je dis longtemps, il y a plusieurs interprétations du mot longtemps, mais ça peut être très longtemps, ce qui faciliterait la tâche pour beaucoup d'ajustements. Et en tout cas, si on continue à avoir des déficits systématiques, sans pour autant être capable de générer de la croissance avec, ça deviendra très compliqué et l'efficacité de la dépense publique sera elle-même aussi pas forcément avérée. Donc moi, si je devais résumer mon analyse de la situation, excellente copie sur la politique budgétaire jusqu'à maintenant, point d'attention sur la structure des budgets, notamment l'intelligence de déploiement des plans de relance. Je pense aux plans de relance européens, je pense aux plans de relance nationaux. Pour le futur immédiat. Pourquoi? Parce que les circonstances sont encore très favorables. Il ne faudrait pas qu'elles changent de façon à imposer des contraintes sur cette dépense publique-là qui serait délétère pour la croissance économique, le bien-être économique dans un contexte qu'on souhaite être le plus stable possible. Merci Natacha. Je vais passer la parole à Jean-Pierre Landau, qui a été haut fonctionnaire, qui a travaillé au ministère de l'économie et des finances, puis qui a été administrateur de la Banque de France, il a travaillé au FMI, à la Banque mondiale, donc il a une très longue expérience de ces sujets, il a été inspecteur général des finances, voilà, il a un long parcours très expérimenté. Il va nous dire, lui, je crois, qu'il est de ceux qui s'inquiètent un petit peu pour l'avenir des finances publiques et qui pensent que la dette commence à être très élevée et qu'il va bien falloir un jour, avec le retrait justement peut-être des politiques très accommodantes des banques centrales, faire des efforts pour stabiliser cette dette. Merci beaucoup. Effectivement, je vais dire un mot sur la dette, parce que la dette, c'est derrière la relance. Aujourd'hui, la relance, elle est financée si elle a lieu par la dette. Et peut-être pour commencer, on a deux attitudes opposées qui nous sont offertes sur la dette. La première, c'est une attitude extrêmement dramatique. La dette a atteint des niveaux considérables. Nous avons un Premier ministre, 13 ans déjà, qui a dit « Je suis à la tête d'un pays en faillite ». Et la dette, à l'époque, représentait moins des 2/3 de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a tout un courant de l'opinion qui pense que la dette est devenue insupportable et que c'est un sujet majeur.
À l'inverse, nous avons certains compatriotes qui disent les taux d'intérêt sont très bas, historiquement très bas, ils vont le rester. Donc c'est le moment de s'endetter. C'est le moment de s'endetter. Et par ailleurs, on a des besoins liés par exemple à la transition énergétique qui se chiffrent en dizaines ou en centaines de milliards d'euros. Et par conséquent, il faut en profiter, c'est le moment de s'endetter. Et c'est très difficile de se reconnaître ou de se retrouver entre ces deux attitudes opposées. Et peut-être ce que je vais proposer, c'est une façon de réfléchir à cela. Pas des conclusions, mais une façon de réfléchir à cela. Et partir peut-être d'une parabole assez simple que je vais improviser devant vous pour l'occasion, qui est celle, j'imagine, d'une espèce de poste militaire isolé en avant des lignes, n'est-ce pas, dans un combat. Et il est là tout seul et il a des munitions. Et ces munitions lui servent à deux choses. D'abord, à repousser une immense attaque, le cas échéant. Et deuxièmement, de temps en temps, à se nourrir, à se chauffer, à pourvoir à ses besoins. Et il ne connaît pas le stock de munitions qu'il a parce qu'il est réapprovisionné de manière aléatoire. Voilà. Et donc le problème qu'a ce poste militaire avancé, c'est d'être sûr à tout moment de garder assez de munitions pour faire face à une attaque majeure. Donc la comparaison est évidente. On vient de voir qu'on a dû faire face à un choc majeur qui a été le choc Covid. Ça a coûté 17-18% du PNB, comme l'a dit Marc Vigneault. Et personne ne peut dire maintenant avec certitude que ça ne va pas recommencer. Ça peut recommencer dans 5, dans 2, dans 3, dans 5, 10 ans. Donc il faut que si nous soyons frappés par un autre choc, nous puissions faire exactement la même chose que ce que nous avons fait maintenant, qui a été extraordinairement et qui a préservé l'économie, les structures, les entreprises. Il n'y a pas eu de faillite, il n'y a pas eu de chômage massif. 17% du PNB. Personne ne peut dire que ça ne va pas recommencer. Donc il faut qu'on ait, si j'ose dire, sous le pied, les munitions nécessaires. Et c'est ça le problème que nous avons. C'est le problème que nous avons. Et je vais l'illustrer peut-être par un petit schéma. Je ne sais pas. Non, il n'apparaît pas, tant pis. C'est le problème que nous avons. Nous avons une dette. Et cette dette, elle sert effectivement, je dirais, à deux grandes catégories de fonctions. La première qui est en bas, ce sont les transferts entre générations. Pourquoi est-ce qu'on s'endette? On s'endette parce qu'il n'est pas juste de faire porter à la génération actuelle des équipements, des efforts, des services qui vont bénéficier à toutes les générations. Donc la dette, c'est un instrument en principe d'équité entre générations. Il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Il ne faut pas qu'on reporte sur les générations futures des charges qui ne leur sont pas dues. Il ne faut pas non plus qu'on fasse porter aux générations actuelles des investissements qui vont porter leurs fruits dans 10, dans 15, dans 20 ans. Et puis la deuxième fonction de la dette, sur laquelle je vais m'attarder un peu plus, c'est l'absorption des chocs. Et là, dans les chocs, il y a deux types de chocs. Il y a les chocs cycliques, et c'est ce à quoi sert la relance budgétaire, n'est-ce pas? Quand la conjoncture est basse, on relance un peu. Quand la conjoncture est haute, j'espère, on consolide. Ça sert à absorber les chocs cycliques. Et puis, il y a les chocs exceptionnels. Et Natacha a fait un petit peu cette distinction tout à l'heure dans sa intervention. Les chocs exceptionnels, c'est le choc Covid. Et encore une fois, ça coûte 10, 15, 20% du PNB. Et on n'est pas sûr que ça ne va pas revenir. Donc, notre vrai problème, n'est-ce pas? On ne sait pas combien on peut emprunter. Je vais en dire un mot dans un instant. Donc, on est comme le poste militaire. On ne sait pas quelles sont nos munitions. On ne sait pas. Et on veut à la fois pouvoir faire le transfert entre générations, absorber les chocs cycliques et garder des munitions pour faire face aux chocs exceptionnels. Voilà. C'est ça notre problème aujourd'hui. Et on peut tous avoir des opinions différentes sur la bonne manière de faire face à ces trois possibilités. Mais on ne peut plus ignorer le fait que les chocs exceptionnels sont là. Ça, c'est ce qu'on a appris depuis 3 ou 4 ans, ou depuis 2 ans, pardon, depuis le Covid. On ne peut pas ignorer que demain, en tant que collectivité nationale, en tant que 66 millions de Français, nous pouvons avoir à dépenser en 1 an et demi 17% du PNB. Et donc, il faut être sûr qu'on pourra les emprunter. Et cette capacité d'endettement, elle n'est pas évidente. Alors, cette capacité d'endettement, elle dépend de deux choses. Elle dépend de l'environnement économique général. Et donc, effectivement, si les taux d'intérêt restent bas, on peut être optimiste. Et elle dépend aussi des marchés financiers, lesquels sont soumis parfois à des fluctuations plus ou moins rationnelles et plus ou moins désordonnées, mais que nous avons à supporter. Si les taux d'intérêt montent, on l'a vu au moment de la crise de la dette de 2010-2011, si les taux d'intérêt montent, eh bien, on a des problèmes. Donc, le vrai sujet pour nous, en tant que collectivité, pour les années qui viennent, c'est encore une fois de gérer ces risques opposés. C'est-à-dire le risque de n'en pas en faire assez sur la relance budgétaire, le risque de ne pas suffisamment financer la transition énergétique,
Mais le risque opposé, que si on finance tous ces besoins de manière un tout petit peu indiscriminée et optimiste, on arrive au bout de notre capacité d'endettement, qu'on ne sait pas, et on ne puisse pas faire un choc exceptionnel. Voilà. Moi, c'est comme cela que je poserai aujourd'hui l'équation budgétaire française. Et effectivement, comme l'a dit Marc Vigneault, j'aurais tendance à être assez prudent par rapport à tous ces risques parce que effectivement, le choc exceptionnel est toujours possible. Alors, nous entrons, il faut le dire, dans une terre complètement inconnue. La situation de la dette dans les pays avancés, elle est sans précédent depuis 1945. Donc nous sommes à des niveaux de dette dans tous les pays avancés qu'on n'a jamais connus depuis 2 générations. Personne ne peut dire ce qui va se passer. Personne. Par conséquent, il est possible que les choses se passent très très bien, que les marchés, les épargnants s'accommodent de dettes qui sont à 100, 120%, 130% du PNB en moyenne dans les pays avancés, et que tout le monde puisse se financer bien. Il est possible que les choses se passent beaucoup moins bien. Il y a plusieurs certitudes, encore une fois. La première certitude, c'est que ça va probablement se passer beaucoup moins bien pour les pays émergents et les pays pauvres que les pays riches. Donc on va probablement, à mon avis, c'est peut-être la seule prédiction sérieuse que je ferai aujourd'hui, on va vers des problèmes de dette assez importants en dehors de la zone OCDE. À l'intérieur de la zone OCDE, on ne sait pas. On a vu en 2010-2012 que les problèmes de dette pouvaient apparaître très brutalement et être très difficiles à gérer. Et puis la deuxième certitude qu'on a, c'est que quand on a une crise de la dette, c'est extrêmement douloureux. Et il ne faut pas penser, et c'est peut-être là que d'autres intervenants dans ce panel vont dire penser différemment de moi, il ne faut pas penser que si nous avons des problèmes de dette, nous les résoudrons par une quelconque solidarité ou par quelconque appel à des mécanismes internationaux. Quand un pays est confronté à une crise de la dette, il est seul. Il est dramatiquement seul et il doit accepter les conditions qui lui sont posées, soit par des institutions internationales, soit par ses partenaires pour financer sa dette. Donc c'est en cela que ma comparaison avec le post-avancé est, je pense, pertinente. Quand vous n'avez plus de munitions, eh bien, vous êtes dans une situation extrêmement difficile. Donc voilà, je n'ai pas de remède absolu à proposer à cette solution. Je pense simplement qu'il faut inscrire le débat, non pas dans une vision dramatique, nous sommes en faillite, nous ne sommes pas en faillite, non pas dans une vision optimiste, on peut emprunter tout ce qu'on veut, mais je pense que dans les échéances actuelles que nous avons, en tant que collectivité de 66 millions de Français, nous avons à choisir entre des risques et que ces risques-là sont, j'espère, bien représentés sur cette slide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Ludovic Subran. Donc, vous êtes directeur de la recherche économique d'Allianz et chef économiste de l'assureur crédit Euler Hermès. Vous avez travaillé à l'INSEE. Pardon. Vous avez travaillé à l'INSEE. Vous aussi, vous regardez attentivement tous ces sujets. Et je crois que dans votre expérience, vous voulez insister sur le fait qu'il faut distinguer entre ce qui est plutôt une bonne dette ou en tout cas la composition des dépenses publiques. C'est-à-dire qu'il faut distinguer les dépenses publiques qui permettent d'augmenter la croissance dans le futur, ce qu'on appelle la croissance potentielle, et les dépenses publiques qui sont des dépenses finalement un peu courantes et qui ne servent pas forcément aux générations suivantes. Mais je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez développer votre vision, Ludovic. Merci beaucoup, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici, d'être à Lyon. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Natacha Valla et Jean-Pierre Landau, donc je vais me cantonner à 3 propos liminaires et ensuite à 3 réponses à la question, c'est-à-dire jusqu'où les relances budgétaires. La première chose que je voudrais dire, beaucoup de choses ont été dites et je suis d'accord avec peut-être plus de choses qu'a dit Natacha que celles qu'a dites Jean-Pierre. La première chose, c'est on a un problème de terminologie. C'est-à-dire qu'en France, notamment, ce qu'on appelle la relance, c'est pas de la relance. On a eu un plan de soutien majeur, chômage partiel, FSI, voilà. Et ensuite, on a appelé un plan de relance, il y a un truc qu'on a appelé un plan de relance, mais qui n'a pas une tête de plan de relance.
Sur les 100 milliards du plan de relance, il y avait 2 tiers qui étaient des choses qui étaient censées aider la croissance de la France après. Donc, ce n'était pas de la relance. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, je travaille pour un assureur allemand, enfin, une des plus grosses entreprises allemandes. Et ils ont du mal à comprendre qu'eux ont fait un paquet conjoncturel et qu'en même temps, les Français, eux, ont fait cette espèce de relance où on a 34 milliards sur le verdissement de l'économie, 20 milliards de baisse d'impôts de production, et puis, bon, quelques petits milliards, 30 quand même, sur les aides pour continuer les choses un petit peu de demande, on va dire. Donc, chômage partiel, aide à la formation, emploi jeune, etc. etc. Bon. Alors, si je peux me permettre, Ludovic, Bruno Le Maire serait pas très content, le ministre de l'économie et de la relance, à vous écouter, parce que pour lui, il a, justement, ça a quand même relancé déjà l'économie, ça se voit dans les chiffres de croissance. Oui, oui. Enfin, moi, vous savez que le ministre Le Maire soit pas content, je m'en contrefiche. Hein. Enfin, il sait très bien qu'on a le droit d'avoir ses opinions. Bien sûr que ça marche, mais enfin, encore une fois, ça dépend de ce qu'on appelle la relance. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu soutien, relance, maintenant on a investissement. Et le problème, c'est qu'on est en train de faire une campagne avec un carnet de chèques ouvert et on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de faire. Et moi, c'est pour ça que je veux revenir aux définitions, parce que, deuxième propos liminaire, on a décidé que cette crise n'aurait pas de coût pour la majorité des gens. C'est-à-dire on a évité récession, faillite, chômage. Le président de la République, lui aussi, il ne va pas être content, mais enfin, en mars 2020, il prend la parole à la télévision, il nous explique qu'il n'y aura pas de faillite. Ok, moi je me dis, en fait, il vient de dire qu'il n'y a pas de capitalisme. C'est-à-dire que les entreprises qui étaient mal financées, mal gérées, elles vont être sauvées. Aujourd'hui, on a dette et inflation. J'espère que demain, on aura croissance, productivité, des jours heureux, une belle époque. Parce qu'on est quand même dans une, excusez mon français, merde noire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque petit problème, on se tourne vers l'État. Il y a un petit peu d'inflation, 4 milliards de chèques énergie, le budget du CNRS en un coup. Là, c'est là où je rejoins un peu Jean-Pierre Landau, c'est-à-dire qu'on commence à toucher les limites de ce qui est vraiment de la relance et ce qui est un petit peu une situation un peu exceptionnelle où on a en effet des conditions d'endettement très bonnes et puis surtout on décide, et je le répète, le fait qu'on n'ait pas voulu de récession, pas de faillite, pas de chômage, moi je suis content, en agrégé on est tous contents parce qu'en fait on n'a pas eu les effets d'hystérèse, c'est comme ça qu'on les appelle en économie, qu'on a eu en 2008-2009, on a protégé le pouvoir d'achat, on a protégé les profits des entreprises, on a sauvé le capital. Il faut quand même le dire. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très exceptionnelle où on ne sait plus vraiment ce que l'État doit faire et ce que le privé doit porter comme risque, comme perte. Voilà. Et j'y reviendrai. Moi, par exemple, forcément, je suis assureur. Quand il y a 150 milliards d'excès d'épargne entre l'épargne forcée et la thésaurisation, c'est-à-dire l'épargne de précaution dans un pays, pour répondre à la question de Jean-Pierre, s'il y a une prochaine crise, est-ce que c'est encore à l'État de s'endetter pour résoudre cette crise ou à un moment donné, il faut aller regarder là où il y a de l'épargne et que le secteur privé, dans son ensemble, doit prendre un petit peu le pet. Parce que là, ce coup-ci, il n'a pas beaucoup pris le pet. Quand vous additionnez l'ensemble des mesures du plan de soutien et du plan de relance, on a plus que compensé les pertes du secteur privé, notamment au niveau des entreprises. Au niveau des ménages, on sait que c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que la distribution, l'épargne, elle est concentrée chez des gens qui ont plus de 60 ans et qui sont plutôt assez aisés. Et les gens qui ont été dans une situation de chômage partiel, c'était plutôt des gens qui étaient plus jeunes et qui étaient sans possibilité d'épargner. Donc, si je peux me permettre, il y a un débat annexe aussi dans ce débat qui est, est-ce qu'on doit aller chercher cette épargne quelque part, augmenter les impôts finalement pour les gens dont vous parliez, ou est-ce qu'on doit les inciter très fortement à remettre cet argent dans le circuit économique? Je crois que c'est une question qu'on pourra peut-être aborder par la bande par la suite. Oui, et je pense que les réponses nous prendraient un autre débat parce que c'est compliqué. Donc ça, c'était mon deuxième propos liminaire. Et troisième propos liminaire, sur la relance budgétaire, moi j'ai été impressionné par ce que l'Europe a fait. L'idée qu'on se mette ensemble, qu'on essaie de trouver une solution ensemble. On peut dire qu'il n'y a peut-être pas de mécanisme de solidarité internationale, mais que ce soit la BCE, c'est-à-dire notre banque centrale, et les gouvernements, on a fait un truc exceptionnel. Et d'ailleurs, on l'a répété sur les vaccins. Je vous rappelais, début 2021, on était quand même tous très en colère parce que les vaccins n'arrivaient pas en Europe et on voyait les Américains, les Israéliens, les Anglais se faire vacciner. Au final, on a vacciné un peu plus lentement, mais on a plus vacciné et surtout, on n'a pas le Zimbabwe aux frontières de l'Europe. Voyez, on n'a pas un pays sous-vacciné, c'est-à-dire on fait des choses ensemble. C'est un peu pareil pour Next Generation EU, c'est-à-dire le mécanisme d'endettement commun, et c'est un peu pareil pour ce que fait la BCE. Elle a décidé de sauver l'euro à tout prix et c'est pas ce qui s'est passé en 2008. Ni en 2009, ni en 2010, ni en 2011. Et ça, c'est important de garder ça en tête parce que 2022, il
y a plein de choses qui s'arrêtent. On va arrêter l'exception budgétaire. Donc, en fait, les pays devraient retourner vers un déficit budgétaire de moins de 3% du PIB. On va arrêter l'exception de politique de concurrence. Et donc, on peut se poser la question de est-ce que 2022 va avoir des relents de 2012, c'est-à-dire qu'on aura débranché trop vite cette fameuse relance budgétaire, qui n'en est plus vraiment une, hein, qui est plutôt une aide budgétaire plutôt de long terme, avec un vrai effet dont je parlais tout à l'heure politique, à mon avis, et où on continue de penser ensemble des mécanismes parce que nous, on a fait 100 milliards de plans de relance. Là, on fait 30 milliards de plans d'investissement à 2030, mais les Italiens, ils ont fait 325 milliards de plans de relance. Avec un objectif très affiché, 1,5% de croissance potentielle pour l'Italie, qui avait 0% de croissance potentielle sur les 10 dernières années. Avec la solidarité européenne qui est allée beaucoup vers l'Italie, que en partie la France finalement finance, puisque nous sommes dans un état économique qui est quand même meilleur. Mais que les marchés financent. Que la BCE finance quelque part, puisque la BCE aujourd'hui est créditeur à hauteur de 30% des dettes publiques. Alors, 3 conclusions, 3 réponses. Jusqu'où la relance budgétaire? Mais en fait, mes collègues ont dit beaucoup de choses déjà, voilà, je ne vais pas répéter. Premier sujet, c'est devenu un sujet hautement politique. C'est de l'économie politique. L'État est dans beaucoup plus d'endroits qu'il était avant la crise. La relance est utilisée... Enfin, du moins, l'excuse de la relance est utilisée pour des choses qui n'ont rien à voir avec la relance économique. Donc, du coup, on a déplacé le sujet sur un sujet de rationalité économique, de justesse, d'efficacité, de co-efficacité des politiques publiques. C'est devenu un sujet d'économie politique. Et donc, ça ne se résout pas de la même façon qu'un sujet où on a des règles qu'on respecte. Et donc, ça rend les gens très nerveux, surtout de l'autre côté du Rhin. C'est-à-dire qu'ils regardent les Français, ils se disent « Oh là là, ils vont vouloir me changer les règles encore une fois parce qu'ils n'ont pas respecté les règles depuis 20 ans. » Donc ça crée quelque chose qui est un peu différent. C'est-à-dire que la nervosité, elle n'est pas chez les économistes, elle est chez les hommes politiques. À part que nous, on sera encore là, encore économistes dans 5 ans, et ils ne seront peut-être pas hommes politiques dans 5 ans. Bon. Deuxième sujet, la limite de la relance budgétaire, elle est peut-être dans les externalités négatives de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'au-delà de l'efficacité, et tu le disais, il y a eu une vraie efficacité, vous avez vu les taux de croissance, ça marche. Hein. C'est assez impressionnant de voir qu'on a retrouvé les niveaux d'avant-crise, on n'a toujours pas la tendance d'avant-crise, mais disons que ça marche. En revanche, ce qu'on a décidé de faire, à éviter chômage, récession, faillite, fin du monde, on a créé des problèmes. Des problèmes d'inflation, on en parlait, des problèmes de risques, des risques, pas encore des problèmes sur le pouvoir d'achat, qu'on compense à coût de chèque énergie, etc. On a créé des problèmes d'écart de richesse, la politique monétaire qui dure et qui est très chargée en munitions, ça crée énormément d'écart de richesse. Et donc ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que par rapport à ce qu'on sait de la relance budgétaire, quand on l'arrête, quand elle marche pas, le fait qu'on l'ait fait avec ce pacte de Faust, entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Certains diraient que c'est un bon policy mix. Moi, je m'inquiète de qui fait vraiment le boulot entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Ça crée plein d'externalités et donc on se retrouve à juger jusqu'où la relance budgétaire. On se retrouve à juger quel type de conséquences est-on prêt à accepter au nom de la relance budgétaire. Est-ce qu'on est prêt tous à avoir des hausses d'impôts, c'est ce qu'est en train de faire le Royaume-Uni, des écarts de richesse, on les a un peu partout, des marchés financiers qui s'envolent et qui créent encore plus d'inégalités de richesse, etc. Est-ce qu'on est prêt à tout ça au nom de la relance budgétaire? Et troisième réponse à la question, jusqu'où la relance budgétaire? Donc la politique, hein, on ne résout pas des problèmes d'endettement public comme on résout des problèmes d'endettement privé. Les histoires d'externalités négatives et donc les limites qui se déplacent vers d'autres champs et qui questionnent un petit peu qui est en charge justement de décider sur la relance budgétaire. Et troisième sujet, ou troisième réponse à jusqu'où la relance budgétaire, c'est une question d'explication ou d'éducation du concitoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est en train... nous, on est à Lyon, mais il y a des gens qui sont à Glasgow. D'accord ? Glasgow, c'est la COP26. L'idée, c'est qu'on se met d'accord pour arrêter les bêtises sur la planète. Voilà. Et bien ça, c'est assez intéressant parce qu'on est en train de promettre de l'endettement. En Allemagne, par exemple, la coalition va se mettre d'accord, là, et on va certainement dépenser 25 milliards de plus par an pour la transition écologique. En France, vous voyez qu'on va certainement annoncer beaucoup d'argent pour la transition écologique. Et bien ces décisions-là sont prises sans démocratie autour de la compréhension des sujets et de l'engagement des concitoyens sur l'endettement qu'on est en train de leur imposer. C'est le graphe de Jean-Pierre sur les générations futures.
La transition écologique, on va beaucoup s'endetter aujourd'hui. Il y a plein d'experts qui parlent de est-ce qu'on compte la dette verte, est-ce qu'on la compte pas, est-ce qu'on la fait comme ci, est-ce qu'on la fait comme ça, est-ce qu'on la met sur le bilan ou est-ce qu'on la cache. Bon, ça, c'est un peu les débats qu'on a. C'est des débats très intéressants dans une élite économico-politique, voilà. Mais les gens, au quotidien, je pense qu'on n'aura pas expliqué ce que ça voulait dire. Et je pense qu'en ce moment, on est en train on fait une fuite en avant sur ces histoires d'endettement, sur la transition écologique, on voit que c'est important. En revanche, on n'a pas eu de pédagogie autour de ces sujets qui vont être portés par l'ensemble d'entre nous, nos enfants, nos petits-enfants, etc., pendant des décennies. C'est-à-dire que si on s'endette aujourd'hui pour la transition écologique, on s'endette sur des choses sur lesquelles on n'est pas sûr que ça marche. Il y a une grosse incertitude autour de l'innovation technologique qui sert à la transition écologique. On sait juste qu'il faut le faire parce que si on ne le fait pas, c'est plus coûteux. C'est le seul truc. Donc c'est un peu les histoires des munitions et l'avant-poste de Jean-Pierre. Et donc moi, j'aimerais bien, c'est la troisième limite à l'endettement, qu'on ait beaucoup plus d'échanges, de débats. C'est-à-dire que les décisions sur l'endettement, par exemple, soient beaucoup plus discutées, expliquées, d'autant qu'elles nous engagent tous, pour des impôts futurs, pour des limitations futures. Pourquoi mettre sur le vert et pas mettre sur l'éducation ou la recherche? Pourquoi mettre sur le vert et pas mettre sur la santé? Ces questions d'arbitrage, je pense qu'il y a un moment où il va falloir quand même poser les débats au lieu de le faire en catimini et d'espérer que ça passe crème. Je pense que c'est un peu une erreur, encore une fois, peut-être de politique économique, mais surtout de représentation ou d'engagement des gens autour de cet endettement commun qu'on est en train de générer. Voilà, c'était mes trois limites. Merci Ludovic. Je retiens particulièrement ce que vous avez dit, qu'il y a quand même on est quand même dans une situation où la politique budgétaire finalement contraint un petit peu les banques centrales, parce qu'on est allé tellement loin dans cette politique budgétaire qu'on ne sait pas si la banque centrale pourra réagir à la montée de l'inflation. Donc on est un peu dans une situation inversée où la banque centrale est censée être indépendante et mener une politique qui est centrée sur l'inflation, et on ne sait pas si elle pourra vraiment la mener. Et donc, est-ce qu'on va devoir aller toujours plus loin dans cette politique, dans cette relance budgétaire, si j'ai bien compris. Je vais maintenant passer la parole à Xavier Rago. Vous êtes économiste, vous êtes directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Je crois que tout le monde connaît l'OFCE, qui anime le débat économique français au même titre que l'INSEE. Donc Xavier Rago, vous dirigez l'OFCE et vous avez eu une expérience aussi auprès d'un ministre, Arnaud Montebourg, à Bercy, que vous avez conseillé. Et donc, je ne veux pas parler à votre place, mais je pense que vous allez nous expliquer que on a un espace pour s'endetter encore un peu plus, pour faire des choses utiles. Et il faut que ce soit des investissements qui permettent d'augmenter le potentiel de croissance économique, de faire des choses désirables pour les prochaines générations. Et à ces conditions, on peut utiliser un espace budgétaire qui nous permette finalement d'avoir une croissance économique plus tard meilleure, et puis peut-être d'engager des investissements qui permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Oui, bonjour. Merci de m'inviter à ce débat essentiel, crucial, en France et en Europe. 3 points pour commencer. Un, ce que je me suis dit en venant, je suis venu en train ce matin très tôt, je dois vous l'avouer. Et en fait, qu'on part du nord de la France, le paysage change doucement, et puis on a des très beaux paysages à Lyon, et on ne se rend pas compte du changement de paysage parce que ça va très vite en fait. C'est un peu pareil pour la politique monétaire. On a changé de monde, mais très rapide, entre différents paysages, et il faut se rendre compte du point où on est pour vraiment voir dans quel nouvel environnement on est, quels sont les paysages que l'on constate aujourd'hui. Parce que sinon, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. 3 points de constat. 1, nous sommes tous keynésiens. Et la meilleure démonstration était mon voisin de droite, qui nous a fait une démonstration keynésienne remarquable. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, je suis un peu provocateur, je sais que Jean-Pierre réagira. Voilà. 1, on change de monde. Avant, on avait un capitalisme de la règle stable, où on avait la règle monétaire, à peu près 2%, mais pas beaucoup, la règle budgétaire, 60%, et on pensait que le capitalisme était très stable. Vous vous souvenez, c'est les années 90, c'est la chute du mur de Berlin, c'est le triomphe du capitalisme face au communisme, etc. Aujourd'hui, on sait 2 choses. 1, le capitalisme est instable, argument keynésien par excellence, soit de manière endogène, c'est la crise de 2007-2008,
soit de manière assez exogène, c'est la crise de la Covid bien sûr, et quelle sera la prochaine crise? Crise géopolitique sur les matières premières, crise sociale dans certains pays, contestation de l'impôt dans un troisième pays. On ne sait pas quelles seront ces crises. Ces crises du capitalisme sont des crises politiques, géopolitiques, géoéconomiques. Donc oui, le capitalisme est instable et l'État intervient massivement en période de crise. Une crise, c'est 15 à 20 points de PIB. Pourquoi il intervient massivement? Deuxième point keynésien, parce qu'on sait maintenant que c'est la politique budgétaire qui stabilise les crises. On a trop parlé de politique monétaire. On pensait que la politique monétaire, avec 25 points de base, j'augmente la politique monétaire, je parle tellement d'inflation, que ça allait faire tout, quoi. Regardez la politique monétaire, ça fait l'inflation, ça fait la croissance, ça fait le chômage, ça fait les inégalités, ça fait les inégalités hommes-femmes, ça fait la transition énergétique. Elle est censée tout faire, la politique monétaire. Il y a une inflation de ce que fait la politique monétaire. Oublions ça. D'abord la politique budgétaire, d'abord l'État. Un, parce qu'il y a des moyens importants, je vais revenir sur les moyens, et deux, parce qu'il y a la légitimité politique pour le faire. Si jamais le débat est bien aligné, ce qu'a dit Ludovic Soubran sur l'appréciation de qu'est-ce qu'on fait avec l'argent public. Donc ces deux arguments qui étaient au cœur de la démonstration de Jean-Pierre nous disent que oui, si jamais il y a une crise supplémentaire, on a besoin de ressources supplémentaires pour stabiliser le capitalisme. Et je pense qu'on peut être que d'accord avec ça. Donc il y a une gestion de risque macroéconomique, parce qu'on est maintenant dans un monde sur une réflexion du capitalisme de la résilience et pas un capitalisme du détail de 0,25 points de base. C'est mon point 1. Point 2, cette réflexion dans le nouveau capitalisme qui s'annonce, et c'est un point, je pense qu'on est d'accord, mais je voudrais le dire avec force, c'est qu'on change de monde pour une raison essentielle, les taux d'intérêt sont faibles et vont rester faibles et sont inférieurs au taux de croissance de l'économie. Et les taux d'intérêt sont faibles, je vais expliciter ce que ça veut dire, c'est depuis 40 ans, depuis 1980 qu'ils décroissent. Et si vous prenez les historiens, c'est depuis 1265. J'ai la dernière série de... Alors, c'est pas mon domaine. Hein. Ils ont construit des taux d'intérêt de très long terme. On est passé à 11% de taux d'intérêt réel vers 1200-1300, les taux horaires. Aujourd'hui, on a moins 2, moins 3. Et depuis au moins 1980, on a une pente qui décroît. Et ces taux d'intérêt, ils vont continuer à décroître. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce que sont les taux d'intérêt réels Alors, les taux d'intérêt, c'est quoi? C'est bien sûr quand vous empruntez, vous remboursez de l'argent, c'est ça les taux d'intérêt. Maintenant, quand on regarde ce qui est dans le budget de l'État, on ne regarde pas seulement ces taux d'intérêt en euros, ce qu'on appelle les taux d'intérêt nominaux, on les corrige de l'évolution de l'inflation. Et donc les taux d'intérêt réels, c'est l'évolution entre le taux d'intérêt en euros et l'inflation. Pourquoi ces taux d'intérêt qui sont très importants pour notre sujet? Parce que comment évoluent les recettes de l'État? Les recettes de l'État, elles évoluent comme l'inflation. Parce qu'il y a la TVA, parce qu'il y a l'impôt sur le revenu, et l'inflation, ça fait augmenter tous les prix, et donc les recettes de l'État augmentent comme l'inflation. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder l'inflation. Et aussi, je vous avertis sur ce point-là, l'inflation, c'est une bonne nouvelle pour les recettes de l'État. Il ne faut pas croire que pour l'État, c'est mal, non, c'est une bonne nouvelle pour les recettes de l'État. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et ce qu'on appelle la cagnotte de l'État, c'est la dynamique de l'inflation. Et de l'autre côté, il y a la charge de la dette qui est un intérêt nominal. Donc vous voyez que si l'inflation augmente plus que les taux d'intérêt, c'est une bonne nouvelle pour l'État. Et donc ce qui est important pour comprendre l'évolution des finances publiques, c'est l'écart entre les deux, qui est ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel. Et quand je dis que le taux d'intérêt réel a baissé depuis 40 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'endetter ne coûte rien. Et je vais vous donner, parce que ça va revenir à la réponse précise, quantitative à la question jusqu'où s'endetter, parce qu'il faut des chiffres. Ce qui est important pour vous, pour nous, c'est combien on va être taxé pour payer la dette publique. D'accord? C'est ça qui compte. C'est dans notre revenu disponible, combien les impôts vont augmenter. Et donc, dans le monde d'avant, on disait, bon, les taux d'intérêt sont constants, donc c'est la mesure de la dette. Plus la dette est élevée, plus je vais être taxé, en fait. Mais c'est plus du tout ça. Deux chiffres. En 2000, la dette publique était à 60% du PIB environ, au début d'entrée dans la zone euro. Et combien ça coûtait à l'État de rembourser la dette publique? Ça coûtait 3% du PIB. Parce que les taux d'intérêt étaient élevés. Donc ce qu'il fallait payer, c'est à peu près 70 milliards. Il fallait taxer 70 milliards par la TVA, comme vous voulez. Aujourd'hui, la dette publique est à 120% du PIB. Et combien ça coûte aux contribuables? 3 fois moins, 1% du PIB. 23 milliards. Donc les impôts vont baisser. Je vous assure, les impôts vont baisser, parce qu'on anticipe tous une baisse de la charge de la dette. Donc, penser
en niveau de dette publique, pour la stabilité des finances publiques, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ce qu'il faut penser, c'est combien ça coûte aux contribuables de payer le service de la dette. Parce que c'est là où on voit l'économie politique de la dette, les effets de redistribution et autres. Et le taux d'intérêt va baisser. Je peux rentrer dans le détail. Aujourd'hui, mais je dirais vite, les taux d'épargne sont colossaux. On est dans un monde où il y a un surcroît d'épargne. Et plus personne n'investit. Plus personne n'investit au niveau mondial. Le seul pays qui investissait, c'était la Chine, qui investissait massivement dans tous les domaines, parce que la Chine était très keynésienne, donc ça allait mal, on relançait l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, vous avez vu l'histoire d'Evergrande, qui était une histoire très prévisible. Il y a une suraccumulation du capital colossal en Chine, dans le ciment, dans l'acier, dans l'immobilier. Donc il y aura moins d'investissement en Chine. Il y a un surcroît d'épargne mondiale et l'investissement va encore chuter. Donc les taux d'intérêt vont encore baisser pendant 10, 20 ans, au moins une génération. Oui, il faut gérer les risques. Et Jean-Pierre Landau a raison, il faut gérer les risques. C'est le scénario central, mais il y aura des risques. Mais je vais vous dire comment gérer les risques. Donc les taux d'intérêt sont faibles. Donc jusqu'où on peut augmenter la dette publique? C'est assez simple. Moi, ce que j'ai mis dans le débat, c'est de dire que je prends l'histoire moyenne du service de la dette dans le PIB. C'est à peu près 2% en France. 3% c'était le point haut en 2000, 1% c'est un point bas, c'est à peu près 2%. Donc on peut s'endetter jusqu'à ce que les services de la dette représentent à peu près 2% des impôts. Parce qu'on sait le faire. Voilà. Et donc la bonne mesure pour changer, pensez ça, oubliez Maastricht, oubliez 60%, c'est combien ça coûte les services de la dette dans le PIB. Bon, je ne suis pas le seul à dire ça, c'est Furman et Summers qui le mettent dans le débat américain. Toute la pensée de la dette publique évolue vers des nouveaux indicateurs plus pertinents dans un monde de taux d'intérêt si faible. Donc 2% de dette publique, ça veut dire qu'on a encore de l'espace fiscal en France. 100 milliards. Bon, pas 100 milliards tous les ans, hein. 100 milliards là, en stock. Enfin, 100 milliards pour les 10, 20 ans qui viennent. Donc le plan français 30 milliards, c'est petit. Bon, une fois que j'ai dit ça... Le plan français précisé, parce que... Le plan français, c'est France Relance 2030. Vous savez, le plan décidé par le gouvernement, qui est un plan d'investissement de 30 milliards d'euros pour stimuler l'investissement dans certains secteurs clés. Bien. 1, on a de l'espace fiscal. Bon, 2, à quoi ça sert? Parce que ça, on s'en fiche quelque part. C'est à quoi ça sert? Et là, il faut être très précis. Et là, je rejoins un peu ce qu'a dit Ludovic. Le but... c'est pas de soutenir la consommation des ménages. Désolé, mais le but, c'est pas de nous faire un chèque. Hein. C'est plutôt un peu l'inverse. C'est le soutien de l'État aux revenus des ménages fait qu'aujourd'hui, il y a une épargne colossale en France de l'ordre de 160 milliards, comme a dit Ludovic, c'est à peu près 7 points de PIB. Que vont faire les Français de ces 7 points de PIB? Alors oui, c'est concentré vers les 20% les plus riches. Les 20% les plus riches, c'est les gens qui gagnent plus de 3 000 € net par mois. Il ne faut pas se tromper sur les 20% les plus riches. Ce n'est pas des dizaines de milliers d'euros par mois. Hein. C'est la classe moyenne supérieure. C'est ça les 20% les plus riches en France. Hein. Donc c'est en partie vous. Au hasard. Donc c'est ceux qui ont absorbé ces 160 milliards d'excès d'épargne. Le taux de pauvreté n'a pas vraiment augmenté dans cette crise. Mais il faut encore lutter contre la pauvreté, notamment des plus jeunes. Et je ne vais pas parler des décisions récentes, mais on peut faire beaucoup mieux pour aider les plus jeunes, qui sont les grands sacrifiés de cette crise. Je ne vais pas sur ce terrain-là. Donc on peut faire mieux, mais il ne s'agit pas de donner du revenu aux ménages. Il s'agit d'investir, investir, investir. Et donc là, on en vient maintenant à ma qualification du graphe de Jean-Pierre Landau. Oui, il y a un risque possible, malgré le scénario central, d'une augmentation des taux d'intérêt. Je prends ce point. Mais quels sont les autres risques? Le risque environnemental, le risque social. Parce que je pense qu'il y aura des petites tensions sociales sur la gestion des inégalités, la gestion de certaines générations sacrifiées. Ce n'est pas le bon mot, parce qu'il n'y a pas de génération sacrifiée, mais de tensions sociales. Il faut gérer tous ces risques, on va parler de la politique actuelle. D'accord? Il ne faut pas parler juste du risque financier, il sera là, mais je vois plein d'autres risques accumulés dans le capitalisme qui vient. Et notamment le risque environnemental, qui est un risque à long terme, mais aussi le risque social. Donc, il me semble qu'une mesure équilibrée des risques fait qu'on peut utiliser les taux d'intérêt bas pour investir et diminuer les risques. C'est quoi? Diminuer les risques, c'est investir dans la croissance potentielle pour avoir la recette fiscale demain. Investir dans l'éducation, c'est central. On a un État, un système d'éducation, de recherche en France qui part à volo. Enfin, faut le dire, il faut investir. C'est pas honteux d'avoir des bons enseignants bien payés et aussi des bons directeurs de recherche bien payés, si je puis me permettre cette parenthèse, mais c'est un autre sujet.
Donc, c'est pas honteux. Il faut investir dans les systèmes d'éducation. C'est central. C'est ça la croissance potentielle pour de vrai. On sait que c'est le rendement le plus élevé. 2, investir dans la transition énergétique. Et 3, investir dans l'ensemble des infrastructures numériques, parce que c'est essentiel, et physique. Il nous faut transformer le PIB, pour le dire comme ça, vers l'investissement. Il faut qu'on investisse plus globalement. Et la dette publique sera de la bonne dette si elle sert à investir. Pas n'importe comment, il ne s'agit pas de créer des effets en blanc, il s'agit d'investir des choses utiles, efficaces. Voilà, mais on a une bonne Cour des comptes qui sait évaluer les dépenses publiques, on a plein d'acteurs, plein de rapports. Donc oui, il nous faut investir. Et donc, utilisons cet espace fiscal sans augmenter les impôts pour investir et diminuer tous les risques, notamment le risque social et écologique. Avec ça, on peut avoir un plan de relance de 30 milliards supplémentaires pour les 5 ans qui viennent. Ce ne sera pas honteux, il ne faudra pas hurler à la France en faillite. Si c'est bien fait, ce sera absolument nécessaire. Merci. Alors, je crois que c'est une bonne base pour un débat et pour un deuxième tour de parole. On va voir si tout le monde est d'accord avec Xavier Rago. Le problème, à mon sens, je fais peut-être une objection et puis chacun va répondre, c'est que il faut peut-être dépenser plus, mais la qualité de la dépense publique n'est pas forcément assurée. Par exemple, quand on investit plus dans l'éducation, mettre plus de professeurs, on n'est pas sûr que ça va donner des meilleurs résultats chez les élèves. Construire des ronds-points dans les collectivités locales, qui est considéré comme de l'investissement. En France, c'est beaucoup les collectivités locales qui investissent. C'est des budgets d'investissement. Bon, je ne suis pas sûr que les ronds-points permettent d'augmenter la croissance ou de faire la transition énergétique. Donc on a un vrai problème aussi de composition de la dépense publique, je crois. Et il va falloir, comme disait Ludovic, que les dépenses publiques supplémentaires ne servent pas à faire des chèques pour indemniser des rebonds d'inflation dont les économistes pensent en majorité encore qu'il sera temporaire. Donc peut-être qu'on peut revenir à Natacha pour qu'elle nous dise un petit peu, reparte de la conclusion peut-être de Xavier, qui me paraît une conclusion assez forte et pas forcément partagé dans le débat public par tout le monde, pour nous dire un peu comment est-ce qu'on a cet espace fiscal supplémentaire. Et vous qui avez travaillé dans la commission Arthuis sur l'avenir des dépenses publiques, on voit que cette commission nous dit, si mes souvenirs sont bons, que les dépenses publiques vont devoir évoluer à un rythme qui est quand même assez faible dans les prochaines années si on veut réduire progressivement le déficit, très progressivement. Il reviendrait sous 3% en 2027, ce qui permettrait, selon les hypothèses, à peu près de stabiliser la dette, mais pas plus. Ces dépenses publiques donc devront évoluer sous 1% chaque année, ce qui est assez difficile à faire, ce que beaucoup de gouvernements n'ont pas réussi à faire, parce que quand on dit réduire les dépenses publiques, on ne les réduit quasiment jamais en valeur absolue, on les laisse progresser à un rythme moins important que éventuellement la croissance, ou que ce que laisserait la tendance si on ne faisait rien, parce qu'il y a un vieillissement de la population, les dépenses publiques augmenteraient plus vite. Donc voilà, voilà ma question, Natacha. Merci Marc. Il y a beaucoup de points dans ce qui a été dit dans l'ensemble. Une petite parenthèse avant de répondre à votre question sur ce qu'évoquait Jean-Pierre Landau, et je pense que c'est important de garder ça en tête. Il a parlé des pays émergents et de la question des gestions de crise de dette, qu'on a l'impression, nous, de vivre comme des choses hypothétiques ou des reliques du passé, ou en tout cas des phénomènes ou des risques qui ne sont pas du tout dans notre univers. Mais effectivement, les pays émergents aujourd'hui, et on le voit, il y a plein de pays qui sont en difficulté avec leurs dettes. Ça pose des problèmes alors c'est lié à des problèmes souvent de balance courante et de balance des paiements de façon générale, mais tout de même, l'état d'endettement massif mondial doit rester en tête pour toutes les analyses, y compris pour nos analyses à nous. Et là, je fais le lien avec ce que disait Xavier. Alors, pour rebondir sur votre question en particulier, après je viendrai à un autre aspect, quand on regarde effectivement les niveaux des taux d'intérêt, ils sont très bas quand on les mesure de façon réelle. Quand on les mesure en tant que taux d'intérêt sans risque, c'est-à-dire sur de la dette qui est très stable. Mais aussi, ce qui est très bas aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la prime de terme,
taux d'intérêt, donc le fait que les taux d'intérêt longs soient très bas, parce que le temps coûte un coût négatif, ce qui est contre-intuitif. Donc ça, c'est des choses qui ne peuvent pas être pérennes. Et puis, dans le niveau bas des taux d'intérêt, y compris réels, il y a des primes de risque qui sont complètement annihilées aujourd'hui par l'environnement de liquidité ample et de rareté des actifs sûrs et des phénomènes un peu liés à ça, qui font qu'il y a plein de facteurs qui font que les taux d'intérêt sont bas. Mais je ne serais pas aussi optimiste que Xavier en disant qu'on est sûr maintenant que pour les 30 prochaines années, les taux d'intérêt vont rester bas. Et je pense que pour les finances publiques, et vous faisiez allusion à l'analyse du rapport Arthuis notamment, c'est passé dans les annexes, mais il y a des très beaux exercices de simulation de stabilité de la dette en fonction des soldes primaires de l'État, mais en fonction aussi des niveaux de taux d'intérêt. Et il ne faut pas aller très très haut dans le niveau des taux d'intérêt pour que la charge de la dette augmente de façon très significative et pour que donc le besoin en impôts pour financer cette charge de la dette-là, sans parler des investissements que Xavier appelle le CV, je suis entièrement d'accord avec lui, mais cette charge de la dette-là, elle peut assez rapidement, même si le Trésor a géré ça de façon très intelligente, réaugmenter et redevenir une contrainte très désagréable pour les finances publiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai envie de soulever, c'est lié à ce que Xavier disait, et je comprends bien ce qu'il veut dire par là. Il dit oui, c'est pas entre les mains des banques centrales qu'il faut mettre ce genre de décision, c'est entre les mains de l'État. Mais il ne faut pas oublier que la Banque centrale, c'est l'État. La Banque centrale, c'est l'institution qui est en charge d'émettre la monnaie fiduciaire, la monnaie souveraine, c'est celle qui forme la base de la confiance en ce qu'on utilise pour servir d'unité de mesure, de stockage des richesses, etc. Et donc, en ce sens, la Banque centrale, il y a une délégation de pouvoir de l'État à la Banque centrale dans un esprit tout à fait nécessaire d'indépendance de celle-ci par rapport au cycle politique et par rapport aux volontés des gouvernements, notamment de dépenses, parce que la capacité à émettre de la monnaie, c'est une arme absolue, tant qu'on a confiance en cette monnaie. Mais il ne faut pas oublier quand même que la Banque centrale, c'est une expression avec des mécanismes de compte-rendu démocratique, des mécanismes de lien avec les citoyens qui peuvent être améliorés, mais qui sont quand même là et qui sont organiquement là. Et ça, c'est vraiment notre ordre constitutionnel qui établit la Banque centrale comme le garant de la monnaie souveraine. Il ne faut pas oublier qu'elle a ce rôle-là. Donc, on peut dire, effectivement, il y a des risques endogènes, des risques exogènes. On l'a vu en 2008, on l'a vu avec la crise Covid. Il y aura des risques géopolitiques, des risques sociaux. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je pense qu'il y a tout un univers de risques qui sont de nature macro-financière. Et je pense que c'est pas Jean-Pierre qui va me contredire là-dessus. Et qui peuvent beaucoup mieux être gérés par l'institution monétaire que par l'État. De même que l'évolution de tout ce qui est, entre guillemets, nominal dans l'économie, le niveau des prix, le niveau des salaires, cette interaction entre le nominal et le réel, c'est-à-dire la valeur de la devise, de la monnaie, c'est la Banque centrale qui est la mieux placée pour gérer ça. Donc pour moi, il y a des univers de recoupement, il y a des intersections d'ensemble, de risques, qui sont pour lesquels la Banque centrale est la mieux placée pour les gérer. Alors effectivement, il ne faut pas, pour ce faire, après on arrive à des questions de périmètre et de mandat. Je pense que les mandats, initialement, ils avaient quand même été très bien pensés par rapport à une très longue historique entre chien et chat ou au contraire de forte complicité entre l'État qui gère la dépense et la recette publique et qui gère l'émission de dette, et entre l'émetteur monétaire. Il y a eu des périodes plus ou moins compliquées de crédibilité de la monnaie, donc de crédibilité de la dette, parce qu'il ne faut pas oublier que la monnaie, c'est la dette première, la forme première de la dette publique. Et donc les relations n'ont pas toujours été faciles. Mais je pense qu'il ne faut pas... on ne peut pas, à partir du moment où on choisit de déléguer la gestion de la monnaie souveraine à une institution indépendante comme la Banque centrale, on ne peut pas l'exclure de ce champ d'analyse. Dernier point, et ça, alors ça, c'est pas dans le rapport Arthuis, mais j'aurais souhaité que ce le soit. En tout cas, à mon avis, c'est un champ d'études qui sera très utile dans un futur très proche.
c'est effectivement la façon dont on doit utiliser la dépense publique aujourd'hui. Xavier appelait de ses voeux 30 milliards en plus pour investir dans l'éducation. Je serais moi personnellement entièrement d'accord avec ce programme. Encore une fois, c'est un programme politique, il y a des arbitrages politiques, il faut que les citoyens soient collectivement d'accord pour décider qu'il vaut mieux investir dans l'éducation que dans la sécurité ou dans la santé, faire des arbitrages, et il faut que ces choses-là soient très transparentes. Et je crois que c'est Ludovic qui évoquait ça. Il y a une dimension, une prise de conscience des citoyens par rapport à cette dimension politique-là. Dans l'allocation, on ne parle plus de la proportion, mais dans l'allocation à périmètre donné des dépenses publiques. Et là, arbitrage, il y aura, parce que la contrainte budgétaire, même si elle est relâchée, même si les circonstances sont toutes favorables pour l'endettement, pour le financement de cette dette, etc., je pense qu'il faut être conscient du fait que la contrainte budgétaire sera donc là. Il faudra donc arbitrer entre A, B et C. Et cet arbitrage, il sera basé sur, d'une part, la capacité à générer de la croissance potentielle demain, mais aussi par rapport à l'appétit démocratique. Et ça, c'est un peu la limite de l'exercice de l'économiste. Alors, je vais passer la parole à Jean-Pierre Landau, mais juste avant, justement, je voulais faire une remarque. Pendant la campagne, on voit que tous les politiques font une campagne un peu avec carnet de chèques ouvert. Et à droite, ils proposent essentiellement des baisses d'impôts. À gauche, ils proposent essentiellement des dépenses dans tous les domaines. Donc, il y a les débats théoriques entre économistes, et puis il y a après la traduction politique qui se fonde sur ce qu'ils pensent que les gens veulent. Et donc, est-ce qu'il est réaliste de vouloir augmenter des dépenses intelligentes d'investissement, sachant que, évidemment, les politiques vont avoir tendance à promettre des dépenses ou des baisses d'impôts qui font plaisir aux gens. Et donc, il va, comme disait Natacha, il va y avoir un arbitrage à faire entre les dépenses, et on ne sait pas sur quelles dépenses il faut couper. Quand on écoute les politiques, on a l'impression qu'il faut des dépenses partout, et d'ailleurs, sans doute, vous le ressentez, vous aussi, en tant que citoyen, il faut des dépenses pour la justice, pour la police, pour l'armée, pour des tas de choses, pour les retraites. On aimerait bien prendre sa retraite plus tôt. Et donc, il va falloir à un moment faire un arbitrage. Et donc, j'aimerais aussi avoir votre sentiment à tous sur quel arbitrage il va falloir faire. Voilà. Donc, je passe la parole à Jean-Pierre Landau pour qu'il puisse répondre à ce que disaient Xavier et Natacha. Et puis après, vous nous direz un petit peu, si on fait de la relance, où est-ce que, par ailleurs, on peut faire un peu d'économie. Alors, juste deux petites remarques. La première, c'est sur ce que vous venez de dire vous-même. La dépense publique est utile. Personne ne va nier ça, et elle est particulièrement utile dans la période actuelle. Mais c'est une chose de dire que la dépense publique est utile, et c'en est une autre de dire qu'il faut beaucoup dépenser. Ce sont deux choses différentes. Et la différence entre les deux, c'est précisément ce que vous avez dit, c'est l'efficacité de la dépense. Et encore une fois, j'en reviens et je m'en excuse à ma petite parabole, on ne sait pas combien on va pouvoir dépenser dans les 10 ans qui viennent. C'est une grande inconnue. Peut-être peut-on dépenser beaucoup, et peut-être brusquement allons-nous nous trouver en face d'une situation où on ne pourra plus dépenser. Et par conséquent, dans la mesure où on ne sait pas combien on va pouvoir dépenser dans les 10 ans qui viennent, on a le devoir moral de bien dépenser. Ça, c'est très important. Alors, je vous donne un exemple, je vais vous révéler un petit secret que tous les experts connaissent. Parmi les dépenses climatiques qui sont destinées à réduire les émissions de carbone, il y en a une qui est particulièrement inefficace et à laquelle on va consacrer des milliards, c'est l'isolation thermique des bâtiments. Tous les spécialistes du climat vont vous dire que l'isolation thermique des bâtiments, c'est probablement une des dépenses qui produit le moins d'économies de carbone par rapport à l'euro dépensé. Bon. Mais néanmoins, on va s'y précipiter, et on va s'y précipiter pour des dizaines de milliards. Voilà. Donc avant même de rentrer... Vous pouvez expliquer peut-être pourquoi c'est pas efficace, parce que c'est pas intuitif. Il y a un effet rebond notamment. Non, alors je crois que ça économise très très peu de carbone par rapport, si je mets 1 milliard là, ou si je le mets par exemple à rechercher dans la voiture électrique, on gagne beaucoup plus de carbone par euro dépensé dans d'autres usages. Donc ça, mais simplement évidemment c'est facile, c'est agréable de dire au ménage on va vous payer l'isolation de votre et réduire votre.
de votre logement. Donc, très attention à l'efficacité de la dépense. C'est notre devoir moral vis-à-vis de nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous retrouver dans 5 ou 10 ans à ne plus pouvoir dépenser et à avoir en quelque sorte un peu mal utilisé ce que nous avons dépensé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce qu'a dit Xavier sur les bateaux d'intérêt. Il a raison. Les taux d'intérêt sont bas jusqu'au moment où ils ne le sont plus. Et ça n'est pas, pour parler un langage, ça n'est pas linéaire, ça arrive brutalement. La Grèce, milieu 2010, avait des taux d'intérêt à 2%, et 6 mois après, elle avait des taux d'intérêt à 12%. Donc, ce sont des choses qui changent très vite. Très vite, et par conséquent, c'est contre ce risque-là qu'il faut se prémunir. Contre le risque que brusquement, les choses basculent et qu'on se trouve dans des conditions financières beaucoup plus difficiles. Quelqu'un a comparé une crise financière à un arrêt cardiaque. 5 minutes avant, on se sent parfaitement bien, tout va bien, bon. Et puis 5 minutes après, on est dans une situation très différente. Eh bien, c'est contre cela qu'il faut se préparer. Et ce que vous disent les médecins à mon grand âge quand vous êtes... Faites attention à votre cholestérol. Eh bien, je dirais, mon approche des problèmes de dette et des problèmes budgétaires pour les 5 ou 10 ans qui viennent, faites attention à votre cholestérol. Merci. Alors, avant de donner la parole aux autres intervenants, j'ai une question qui revient régulièrement, qui sont envoyées par SMS, qui est « Ne peut-on pas annuler tout simplement cette dette ?» Je suis désolé, on ne va pas y couper. Donc, à la fois, j'avais mes questions sur les arbitrages de dépenses publiques et puis cette question sur l'annulation de la dette. Peut-être que Ludovic... je peux en dire un mot là-dessus. Et puis, sur l'annulation, je peux juste dire deux mots, ça va aller très vite. Quand on regarde une mesure comme l'annulation de la dette, il faut penser au jour d'après. Donc, supposons que nous soyons les ministres des Finances de la zone euro, on se réunit en général, ce genre d'opération, ça se fait un dimanche après-midi, pendant le week-end, on se réunit un dimanche et on décide d'imposer à la BCE d'annuler la dette. Parfait. Tout va bien, on va dîner, on est heureux, on a moins de dettes. Et qu'est-ce qui se passe le lundi matin ? Qu'est-ce qui se passe le lundi matin ? Eh bien, ce qui se passe le lundi matin, c'est que les taux d'intérêt vont, pour le coup, augmenter massivement et brutalement. Même si c'est une annulation de dette détenue par la BCE, puisque... Surtout si c'est une annulation de dette détenue par la BCE. Aujourd'hui, la BCE achète, je ne sais pas, 15-20 milliards de dettes françaises par mois. Par mois, ouais. Hein, à peu près. Bon, c'est ça qui maintient en partie les taux d'intérêt bas. Donc nous avons une situation où aujourd'hui, la BCE achète 20 milliards d'euros de dettes françaises par mois. Bon. On peut rêver qu'en l'annulant, elle va continuer à acheter. Mais chacun d'entre nous, on peut penser ce qui se passe si on va voir son banquier, on lui dit « je ne vous rembourse plus, mais reprêtez-moi demain pour acheter une voiture ». On connaît la réponse. Donc cette proposition d'annulation, elle suppose que le lendemain, on soit capable de se financer tout seul, qu'on n'ait plus besoin d'emprunter. C'est une illusion de penser qu'on peut annuler la dette et continuer à emprunter. Ça n'est pas possible. Il n'y a pas d'exemple de pays, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire, dans les 5000 ans d'histoire humaine, de pays qui ait annulé sa dette et le lendemain a pu emprunter normalement. Dans le meilleur des cas, ça prend 3-4 ans, mais pendant 3-4 ans, il faut se financer soi-même. Nous avons un déficit primaire de 4 à 6% Alors un déficit primaire, on peut expliquer, hein, c'est le déficit avant le remboursement des intérêts de la dette. Donc en gros, c'est quand on ne peut plus emprunter... le lendemain, il faut trouver 6% du PNB. Ouais. Voilà. Donc ça n'est pas une bonne idée. Alors qu'en ce moment, précisément, la BCE nous achète 20 milliards par mois. Donc nous avons des taux d'intérêt bas, tout va bien. Je n'ai jamais compris, personnellement, la logique de cette proposition qui nous mettrait dans une situation bien pire que celle que nous vivons aujourd'hui. Alors, j'avais donné la parole à Ludovic, je vais la lui laisser, puis après Xavier Rago avait envie de réagir aussi. Oui, donc sur l'annulation de la dette, je partage l'avis de Jean-Pierre. Moi, j'irais même au-delà, je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet ricardien, par exemple, de la dette détenue, donc les effets où vous anticipez des augmentations d'impôts parce que la BCE détient de votre dette publique. Donc, j'ai jamais trop compris pourquoi on a proposé ça. Est-ce que c'est pour regagner des marges de manœuvre? Mais en fait, on voit bien qu'on regagne des marges de manœuvre sur un critère qui est débile, qui est les 60% d'endettement. On voit bien qu'on ne les a pas respectés, on ne va pas les respecter pendant encore 20 ans. Donc, ce débat a cristallisé dans l'opinion publique.
Du coup, c'est très enflammé. Ces critères, on les respectera pas, Ludovic, mais il y a quand même un débat avec les Allemands sur la réinstauration de certaines règles budgétaires après les clauses exceptionnelles auxquelles vous avez fait référence en 2023. Donc il va quand même y avoir un débat sur le rythme d'ajustement et de retour vers un seuil de dette qui reste à définir, qui sera peut-être pas 60%, mais qui sera peut-être un autre seuil. Oui, et ayons ce débat. Mais la réalité, c'est que, à part l'Allemagne, l'Irlande et peut-être la Hollande, personne ne respectera les critères de Maastricht avant 2025. Et même l'Allemagne ne respectera pas les 60% de dette sur PIB avant 2024. Donc on peut avoir le débat, mais le débat il est sur les sanctions du fait que vous ne respectiez pas les critères. C'est pour ça qu'on réouvre un petit peu la discussion sur quels critères marchent après une crise comme celle-ci, parce que pour le coup, on a décidé de cet endettement massif et il va rester sur le bilan pendant quelques temps. L'annulation, à mon avis, ne résout pas le problème. C'est comme les gens qui proposent de cacher une partie de la dette. Genre la dette verte, on la compte plus. Où on fait des trucs hors bilan, on les met sous le tapis, on serre les fesses et on espère que personne ne va le voir. Enfin, on sait ce que ça a coûté en 2014 au Portugal, qui avait caché sa dette publique dans les opérateurs publics d'électricité. Les taux, ils ont monté à 14% en quelques mois. Donc moi, je n'ai jamais compris ça. Je préfère qu'on dise, voilà, c'est la dette, voilà la croissance qu'on met en face, voilà la trajectoire de crédibilité budgétaire qu'on a, etc. Bon, je ferme ce débat et je reviens sur votre autre débat, les arbitrages et comment on décide. Déjà en France, si on avait une vraie culture de l'évaluation des politiques publiques, ça ferait plaisir. C'est-à-dire que tout à l'heure, on chicanait un peu le ministre sur la relance. Bien sûr que la relance, ça marche. En revanche, on ne sait pas par rapport à quoi. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est en train de nous dire, il y a, je ne sais plus, la ministre va sur tous les plateaux dire, il y a, je ne sais plus combien de milliers de projets de relocalisation. Bon. Moi, un jour, je me suis dit, je vais aller voir l'Open Data, là, Toucan-Toco, on regarde, vous avez tous les projets de relocalisation. Je vous invite à aller sur le site du ministère des Finances et à regarder le comptage, parce qu'il est en Open Data, en Open Source, des mesures, des choses qui sont financées par le plan de relance. Je passe sur les effets d'aubaine, mais je questionne vraiment ce qu'on est en train de compter et ce qui se serait passé si on n'avait pas mis cet argent-là. Et c'est ça la vraie question aujourd'hui. Par exemple, dans le plan de relance, il n'y a rien ou très peu qui va à la recherche fondamentale. Pourquoi ? Parce que c'est Bercy qui décide et que l'objectif, le KPI, la mesure du succès, c'est le décaissement. Et que faire décaisser des budgets de recherche, c'est plus compliqué que aller taper à la porte des gens et leur proposer de l'isolation photovoltaïque. Vous avez 2 mecs qui viennent, qui vous font ça comme des cochons, et puis vous savez que dans 5 ans c'est plus bon, il faudra le refaire, etc. C'est sûr que c'est pas du tout le même effet sur la croissance potentielle, mais surtout il faudrait qu'on évalue. Dans l'éducation, par exemple, on sait très bien que le dédoublement des classes de CP, c'est très très bon pour la lecture, l'écriture des enfants. Ça, il y a plein d'évaluations. Donc cette mesure-là, on a mis de l'argent dessus, mais on sait que ça a marché. Mais en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on sait déjà ce qui marche pas. Par exemple, le chèque énergie, je peux vous dire que ça n'a aucun effet. C'est-à-dire que 4 milliards, ça annule l'effet inflation sur le pouvoir d'achat des ménages pendant un trimestre. Ça n'a aucun intérêt sur la consommation future, l'investissement, etc. On le sait ça aussi parce qu'il y a plein de pays, malheureusement, qui font des chèques à leurs contribuables quand ils ne savent pas trop quoi faire. Bon. Et donc, moi, la culture de l'évaluation, vous aviez mentionné la Cour des comptes, ça ne suffit pas. La Cour des comptes, elle regarde juste que vous fassiez quelque chose de pas trop frauduleux, quoi. Moi, ce qui m'intéresse en France, c'est qu'on remette le pouvoir peut-être au Parlement, par exemple, ou dans une institution indépendante qui fasse vraiment des évaluations de politique publique. Je vous donne un exemple. Le CICE, ça vous rappelle quelque chose? Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi sous François Hollande, sous Manuel Valls, enfin le gouvernement Valls, on met en place ce Crédit Impôt Compétitivité Emploi et on l'évalue 2 ans après. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu même un clash des titans. Il y avait 2 groupes d'évaluation, ils n'avaient pas les mêmes résultats. Il y avait ceux qui disaient ça a protégé les marges, les autres qui disaient ça a protégé les marges et ça a eu un effet positif sur l'emploi, les autres qui disaient ça avait aussi permis à tout le monde d'être beaucoup plus content et heureux. Au moins, on a eu un débat. Et du coup, on peut maintenant dire peut-être qu'on ne refera pas le CICE parce que vu l'argent qu'on a mis, ça va peut-être pas aussi marcher. Moi, j'aimerais, sur le plan de relance et sur le plan d'investissement, le président a annoncé 30 milliards
avec des choses sur les semi-conducteurs, sur la santé surtout. J'aimerais vraiment qu'on se pose la question d'évaluer et d'être transparent sur l'impact de ces euros-là sur la croissance, l'emploi, sur ce qu'on pense qui est important. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé des pays émergents, par exemple, et des crises de la dette, etc. Moi, j'ai travaillé pendant 6 ans de ma vie dans le monde du développement. Les pauvres, ils ne pouvaient pas dépenser même pas 1 milliard, 1 million, sans qu'on leur mette 15% du budget pour évaluation d'impact. D'accord ? Le Mexique, donc je suis désolé, mais le Mexique fait plus d'évaluation d'impact que la France sur les dépenses publiques mexicaines. C'est-à-dire que le Mexique, ils ont un équivalent de RSA. Et ben, tous les ans, ils font des évaluations d'impact sur le RSA pour savoir si ça aide le pouvoir d'achat à retourner à l'emploi, si ça aide à sortir de la pauvreté, si ça aide sur l'éducation, la santé, etc. Qu'on se mette vraiment à faire de l'évaluation d'impact, ça nous aidera à faire de l'arbitrage et ça nous aidera surtout à rassurer les concitoyens sur la bonne utilisation des politiques budgétaires. Alors, je voulais juste faire une remarque là-dessus, Ludovic. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais le gouvernement dit qu'il fait des comités d'évaluation. Il y a un comité d'évaluation du plan de relance qui est présidé par Benoît Cœuré, qui a rendu un premier rapport. Et effectivement, le plan de relance est très axé sur la vitesse des décaissements de l'argent, parce que c'est... Voilà, mais eux disent que c'est parce que c'est un plan de relance pour relancer à court terme et qu'on aura le plan d'investissement pour le long terme. Voilà, pardon, c'était une petite remarque. Avant de donner la parole à Xavier, je vais juste rajouter une question qui sont envoyées par SMS. Donc, il y a une question qui est un peu spécifique, mais je pense qu'il faut y répondre. C'est: est-ce que l'Allemagne a payé pour la France dans cette crise Covid ? C'est quelque chose qu'on entend. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question au passage. Non, continue. Enfin, on prend les questions. Puis alors, prenons d'autres questions. Est-ce que les agences de notation jouent encore un rôle dans la confiance dans les États, et est-ce qu'elles ont toujours le pouvoir qu'on leur prêtait pendant la crise financière de 2008 ? Ça fait 2 noms là. Ouais. Si on répond aux questions, si on fait des réponses courtes, ça fait non et non. D'accord, très bien. Attends, je vais peut-être répondre aussi, parce que je voulais embrayer sur ce qu'a dit Natacha, sur un petit point de désaccord avec Jean-Pierre. Dernière toute petite question. Est-ce que l'absorption des chocs exceptionnels peut être mutualisée au niveau européen ? Je crois que... oui. Voilà. Bon, ça a été déjà, c'est ce qu'on disait sur l'Italie. L'Italie va relancer énormément son économie, investir dans les prochaines années grâce à l'argent mis sur la table par notamment, si on simplifie, la France et l'Allemagne et d'autres pays qui sont dans un état économique plus favorable qu'elle. Je voulais revenir sur un point de ce qu'a dit Natacha Valla, parce qu'il faut quand même voir les points de désaccord. Et d'accord, elle a tout à fait raison en disant que la Banque centrale, en fait, c'est une excroissance de l'État. Et l'indépendance de la Banque centrale, et là je tiens ça de Jean-Pierre Landau qui m'a formé sur ces questions-là avec rigueur, et toutes les erreurs et omissions sont de ma seule responsabilité, maintenant, ce que je vais dire, mais c'est que les banques centrales ont une indépendance opérationnelle avec un mandat bien sûr défini par les États, et le profit des banques centrales sont versés aux États. Donc la question, c'est que bien sûr que les banques centrales sont des instances publiques dans le cadre de leur mandat. La question supplémentaire, c'est: est-ce que le mandat est bon aujourd'hui ? Est-ce que le mandat avec la Banque centrale européenne par rapport au mandat dual ou trial de la Fed ? C'est ça l'enjeu. Mais je pense que ce point-là, il est crucial, et vous allez voir, il va monter dans le débat intellectuel. On va rééquilibrer notre pensée macroéconomique en mettant la politique budgétaire en avant et la politique monétaire en retrait, je pense. La Banque centrale aura comme fonction, bien sûr, de contrôler l'inflation globalement dans des marges pour éviter la déflation et la hyperinflation. Et elle aura aussi, dans les temps qui viennent, le rôle d'éviter, dans une zone monétaire, que les taux d'intérêt de certains pays divergent manifestement par rapport aux fondamentaux. C'est d'assurer le canal de financement des États. C'est d'assurer la possibilité que les taux d'intérêt soient faibles. Parce que je vais venir sur ce point-là. Ce qu'a dit Jean-Pierre Landau est important en disant: oui, les taux d'intérêt, vous avez vu, de la Grèce, ont augmenté considérablement en très court. Pareil pour l'Italie, ils sont passés à 7%, et la Banque centrale a parlé, ils sont revenus à 2%. Donc les taux d'intérêt d'un pays, relativement aux autres, peuvent bouger. Mais ce n'est pas pareil que le taux d'intérêt global moyen. L'épargne mondiale, elle doit aller quelque part. Si les taux d'intérêt augmentent dans un pays, c'est-à-dire que le monde décide de ne plus payer à ce pays-là, il y a d'autres taux d'intérêt qui vont baisser.
des pays qui sont considérés comme sûrs, ce qu'on appelle l'Allemagne et les États-Unis. Et c'est ce qu'on va appeler les eurobonds. Bientôt, vous allez voir, la dette publique européenne sur laquelle on s'est mis d'accord, les 750 milliards, sera un actif sûr européen dont les taux d'intérêt sont faibles. Donc la question d'une solidarité maintenant budgétaire et non plus monétaire, mais budgétaire qui passe par le système monétaire européen et par un canal de transmission des taux d'intérêt faibles européens à des pays qui en ont besoin, c'est l'actualité européenne. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Next Generation EU, le plan européen, c'est donner 70 milliards à l'Italie pour se reconstruire avec les taux d'intérêt allemands. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de faire. On est en train de faire un fédéralisme fiscal en utilisant les taux d'intérêt faibles mondiaux, en utilisant ce surcroît d'épargne pour aider un pays à se reconstruire qu'est l'Italie. Donc on aura des débats budgétaires centraux dans la construction de notre monde européen. C'est ça l'actualité. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour le plan Next Generation EU à venir, etc. Mais on a fait une Europe de transfert dans cette crise pour reconstruire l'Italie. Il faut le dire parce que enfin de la solidarité, l'Italie en avait besoin. Point 1. Point 2, maintenant sur l'annulation de la dette, j'irai très vite, j'ai un point spécifique à dire, mais sur l'efficacité des dépenses publiques, il y a deux choses là-dessus. Un, très rapidement, très rapidement. Un, il faut faire un truc qui s'appelle les comparaisons internationales. Quand on regarde des comparaisons internationales, on voit à peu près les points forts et les points faibles de la dépense publique française. On voit des spécificités. Nous avons choisi une retraite par répartition. Nous avons choisi une assurance santé qui est essentiellement publique, qui est efficace dans certains domaines, notamment dans le domaine de la santé, qui est peut-être efficace dans moins de domaines. Donc soyons pragmatiques et voyons la dépense publique. Mais n'oubliez pas que la première partie de la dépense publique, la première contrepartie importante de la dépense publique, ce n'est pas la dette, c'est bien sûr l'impôt. Nous finançons la dépense publique par des impôts élevés. Et c'est normal, c'est ce qu'on appelle le mode de répartition. La dette publique, elle peut avoir là-dedans. C'est d'abord l'impôt qui finance la dépense publique. Donc, qui dit dépense publique dit quel est le montant et l'inégalité de la structure des impôts. D'abord, c'est ça dont il faut parler. Et c'est un sujet, bien sûr, dont il faut mettre en débat. Troisième point, très rapidement, sur évaluation. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Ludovic, avec un point de nuance qui est une évolution de cette réflexion-là. Je pourrais être très dans le détail sur l'évaluation à l'OFCE, on en fait dans tous les sens. Le CIR, systématiquement, pour nos prévisions, on fait des évaluations comme on peut. Oui, il faut évaluer. Mais maintenant, il faut reconnaître que l'évaluation, ça ne va pas être l'alpha et l'oméga. Parce qu'il y a plein d'incertitudes dans les évaluateurs. Légitimes. Et il y avait un petit mythe porté par les économistes que l'évaluation allait quelque part être un substitut au débat public, au débat politique, parce je sais que Ludovic, c'est pas ta ligne, hein, mais je pousse un peu pour que les gens voient ce débat-là, où l'économiste évaluateur expert allait dire où l'euro fallait le mettre. Ça marche pas, c'est bien plus compliqué. Et sur le CICE, on a eu tas de débats d'évaluateurs et la zone d'incertitude est très grande sur les effets sur les salaires notamment. Donc il y a plein d'incertitudes. Donc plus que évaluation, moi je dirais ce qui va être crucial, c'est quelque chose de plus général qu'on va appeler la gouvernance. Qui décide? Comment on neutralise les conflits d'intérêts? Comment on est sûr de la qualité des experts qui ne soient pas trop influencés par des intérêts privés? Comment on est sûr de l'indépendance des évaluations ex ante et ex post? Qui sera responsable en cas d'échec? C'est ça qui est très important. Qui va décider d'arrêter les projets ou pas? Moi, ma lecture dans la politique industrielle, j'ai fait un rapport qui s'appelle Pour une politique industrielle, j'étais chef économiste de l'Agence d'innovation industrielle. Donc j'ai un peu travaillé dans la politique industrielle française, pompidolienne et autres. Les principaux échecs de politique industrielle, ce n'est pas de lancer des projets, c'est bien lancer des projets. C'est qu'en France, on ne sait pas les arrêter. Parce donc on a fait le plan calcul trop long. C'était pas mal le plan calcul, ça fait ST microélectronique, ça fait des tas de choses à Kroll et autres. Mais à un moment, on ne savait plus l'arrêter, c'est devenu l'aménagement du territoire, on a mis des tas de milliards et personne n'a arrêté parce que personne n'était responsable. La question de qui décide qui est responsable, elle est cruciale. Ça, les entreprises savent le faire, et des fois elles arrêtent trop tôt parce qu'elles sont frileuses, mais l'État, il sait très mal le faire. Donc cette question de la gouvernance, notamment de France Relance 2030, les 30 milliards qu'on a mises sur la table, elle est cruciale. Elle est cruciale. Et elle a été renvoyée, si je peux me permettre, à la fin de l'année. Moi, je vous invite à râler pour dire, mais qui va décider de cet argent et qui sera responsable en cas d'échec? Ça sera crucial, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient responsables. Donc cette question globale de gouvernance-évaluation, elle sera centrale pour la qualité de l'investissement nouveau et pour la qualité de l'investissement passé. Faisons les comparaisons internationales et coupons là, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'effets. Je vous donne juste, dans ces comparaisons internationales, on dépense beaucoup dans les services économiques. Il y a beaucoup d'argent.
les rescrits fiscaux, les dépenses fiscales aux entreprises, etc. C'est un peu obscur, ça fait beaucoup de points de PIB et ça n'a pas d'effet. Donc, en comparaison internationale, on a déjà des bonnes idées de s'il fallait réduire la dépense publique de là où on peut couper. Si on veut vraiment réindustrialiser le pays, parce que c'est un vrai sujet, on sait où il faut mettre l'argent, quelles sont les bases fiscales qu'il faut baisser, et pas donner généralement de l'argent trop général. Il faut focaliser, c'est ce qu'on appelle l'évolution de la politique industrielle. Et tout ça, gouvernance, évaluation, responsabilité. On peut peut-être ajouter, en termes de structure des dépenses publiques, il y a 14% du PIB, ce qui est assez énorme sur les retraites, il y a à peu près 14% du PIB sur la rémunération des fonctionnaires, et il y a à peu près la moitié des dépenses publiques en général qui sont axées sur, qui sont en fait des dépenses de protection sociale ou des dépenses sociales de guichet. Donc voilà, on connaît les grandes masses, et il y a un mythe peut-être auquel il faut tordre le cou, je parle sous le contrôle des experts, c'est celui de dire si l'État réduit son train de vie, en tout cas les ministères, si le gaspillage des hauts fonctionnaires était, qu'on payait moins les hauts fonctionnaires, tout ça, on pourrait réduire les dépenses publiques. Je crois que c'est des montants qui ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Voilà. Il nous reste quelques minutes, je vais peut-être redonner la parole à Natacha pour conclure. Je voudrais l'interroger sur, avec ce retour de l'inflation, là, la Banque centrale va être quand même un peu sous pression pour ajuster sa politique monétaire. Et donc, peut-être, est-ce que dans les prochains mois, on risque de voir les taux d'intérêt peut-être réaugmenter, surtout pour les pays qui sont peut-être un peu moins bien gérés, qui sont dans une campagne présidentielle avec des candidats qui promettent beaucoup de chèques. Voilà. Ça c'est une question facile et difficile. Déjà, le retour de l'inflation, on comprend d'où elle vient. Dans un certain sens, c'est une bonne nouvelle parce qu'on comprend d'où elle vient, de facteurs transitoires, de facteurs qui peuvent devenir un peu plus inertes, donc qui peuvent porter ces taux un peu plus loin dans le futur que ce que certains pourraient penser. Mais le raisonnement est macroéconomiquement très bien ancré dans les schémas d'analyse qu'on a. Donc ça en soi c'est pas inquiétant. Sur les augmentations de taux, on sent que dans l'univers des banques centrales, il y a plus que des frémissements. Certaines banques centrales ont déjà commencé à augmenter leur taux d'intérêt. Certaines ont envoyé des signaux forts, parfois même plus forts que ce qu'elles mettent dans leurs actes. Je pense à la Banque d'Angleterre ces derniers jours. La Banque centrale européenne, de ce point de vue-là, a montré qu'elle avait envie d'être patiente, un petit peu envers et contre tout d'ailleurs, parce que cette patience affichée vis-à-vis du niveau des taux, elle va devenir, si les circonstances d'inflation et de croissance ne changent pas radicalement, va devenir un peu difficile à tenir. Mais en tout cas, en termes d'analyse, mais c'est un peu boule de cristal, sur les 6 prochains mois et sur l'horizon de la campagne, je ne pense pas qu'on ait de mauvaises surprises ou de surprises par rapport aux anticipations qu'on peut avoir aujourd'hui. Moi, c'est plus sur la deuxième moitié de 2022 et 2023 que j'aurai des interrogations, un peu des inquiétudes, disons. Donc au moment où le nouveau locataire de l'Élysée va prendre sa place, il va peut-être devoir en rabattre par rapport à toutes les promesses qu'il aura formulées. Il sera très écouté et sous l'œil précis et l'œil d'aigle de nos voisins outre-Rhin et autres pays membres de la zone euro et des autorités monétaires aussi, c'est certain. Je crois qu'on a terminé la séance. Moi, je serais ravi de la prolonger, mais je suis pas sûr que... Je ne sais pas s'il y a une autre conférence après, donc je crois qu'on va en rester là pour cette conférence. Merci beaucoup d'être venus.